Donc bonjour, et puis je crois qu'on ne l'a pas assez dit encore pour l'instant, Postgres c'est un logiciel libre. Et comme tout logiciel libre, c'est un logiciel dont vous allez pouvoir récupérer le code source pour le modifier. Et donc ça va être le but de cette présentation, en fait, c'est de voir comment on peut développer une fonctionnalité pour Postgres, donc à partir du besoin qu'on va avoir et arriver jusqu'au commit dans le code de Postgres. Donc moi, je vais vous parler un petit peu de la parallélisation dans Postgres et des fonctionnalités qu'on a pu rajouter dans Postgres pour aider à la supervision de la parallélisation dans Postgres. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Postgres en lui-même, il gère absolument pas tout ce qui est utilisation ressources CPU. Donc quand on exécute une requête, cette requête elle est exécutée par un processus et c'est le système d'exploitation qui va décider d'utiliser tel ou tel CPU pour exécuter la requête. Donc, comme Postgres vous génère un processus pour chacune des sessions qui est connectée à votre instance Postgres, le système, lui, va s'assurer de répartir les différents processus sur les différents CPU que vous avez. Et donc, on va pouvoir exécuter plusieurs requêtes en même temps. Mais avant la version 9.6, il n'était pas possible d'exécuter une requête sur plusieurs CPU. Parce qu'une requête était exécutée par un processus, ce processus n'est pas multithreadé, donc forcément, ce processus est exécuté par... cette requête, du coup, elle est exécutée que par un seul CPU. À partir de la version 9.6, les développeurs de Postgres ont réalisé une amélioration dans Postgres qui permet pour certaines opérations que cette opération génère l'exécution de plusieurs processus, et ces différents processus vont se répartir la tâche de certaines opérations, comme un parcours séquentiel, un tri, une jointure, etc. Donc en version 9.6, c'est quelque chose d'assez basique. Il n'y a que certaines opérations qui sont traitées en parallélizé. Cette première version qui intègre la parallélisation va être suivie de plusieurs autres versions qui, elles, vont améliorer, intégrer plus d'opérations parallélisables. Donc, par exemple, en 9.6, on pouvait faire que les parcours séquentiels. Il va falloir attendre les versions 10 ou les versions 11 pour aussi pouvoir faire des parcours d'index parallélisés. Les jointures, en version 9.6, vous n'aviez que 2 algorithmes de jointure qui étaient parallélisés. Il a fallu attendre la version 10 pour avoir un 3e type de jointure. Les tris n'étaient pas encore gérés. Enfin, voilà. Au fil des versions, il y a un certain nombre de manques au niveau de la parallélisation qui vont être comblés. Mais évidemment, il reste encore toujours des manques. Il y a quelques nœuds qui ne sont toujours pas parallélisés, quelques types d'opérations qui ne sont toujours pas parallélisés. Les requêtes en écriture sont complètement aux abonnés absents. Vous pouvez faire autant d'insert, update, delete, n'importe quel type, peu importe, ça ne sera pas parallélisé. Les instructions DDL, pratiquement toutes ne sont pas parallélisées. À ma connaissance, il n'y a que le create index, et encore uniquement pour les B-trees. Donc là aussi, il y a encore quelques manques. Et puis, le manque assez fréquent avec Postgres, c'est sur la partie supervision. En termes de supervision, on a des gros manques, notamment sur la parallélisation. Et pourtant, avoir de la supervision qui nous permettrait de voir si la parallélisation est utilisée ou permettrait de voir si le moteur est suffisamment bien configuré pour utiliser au mieux tous les CPU qui sont présents sur le système, ce serait quand même quelque chose de particulièrement utile. Parce qu'on a beaucoup de paramètres de configuration autour de la parallélisation. Je ne vais pas les passer tous en revue, mais très clairement, sur la majorité des clients chez qui j'ai pu intervenir, on n'a jamais touché à ces paramètres-là. Parce qu'on n'a actuellement aucun moyen de savoir si, déjà, ne serait-ce que ça, si la parallélisation est utilisée ou pas. Seule chose qu'on dit à peu près, c'est que bon, le max parallel workers et le max worker processes, ce serait bien que ce soit l'équivalent du nombre de CPU que vous avez, mais c'est du doigt mouillé. Ça ne se pose sur aucune constatation réelle sur vos systèmes. Donc ce qui serait bien, c'est d'avoir quelque chose qui nous permettrait d'avoir des métriques, qui nous permettrait d'améliorer notre configuration et donc d'améliorer les performances, l'utilisation réelle des ressources de votre serveur. Il y a quand même une métrique qui a fini par être intégrée suite à une complainte que j'ai faite, et c'est Julien qui l'a intégrée. C'est la colonne leader PID.
La colonne leader PID sur la vue système pgstat activity nous permet de savoir quel est le processus par an qui a demandé l'exécution de plusieurs processus d'aide pour l'exécution d'une requête. Ce qui nous permet d'obtenir donc la requête qui est indiquée ici dans la slide, qui va nous permettre de savoir le nombre de requêtes paralysées en cours d'exécution et le nombre de workers, donc de processus d'aide, qui sont exécutés à un instant T. Ça, c'est apparu en version 13. Donc, 4 versions après la première sortie de la paralysation dans Postgres, donc 4 ans après l'apparition de la paralysation. Et on n'a que ça. Et ça ne nous permet pas de répondre à toutes les questions. Ça ne nous permet pas, par exemple, de savoir si le max parallel workers, est-ce qu'on doit l'augmenter? Est-ce qu'on doit mieux configurer le max parallel workers per gather? Est-ce que le serveur a suffisamment ou trop de CPU? C'est des questions qu'on nous pose de temps en temps. Ça, je ne peux pas y répondre. Donc, que faire pour améliorer les choses? Comme je l'ai dit en tout début, Postgres, c'est un projet libre. Et un projet libre, généralement, si on va se tourner vers les développeurs du projet libre, les contributeurs majeurs de ce projet, demander une fonctionnalité, généralement, ça a peu de chances d'aboutir. Généralement, la première réponse que vous allez avoir, c'est développez-le vous-même et proposez-le à la communauté ou payez quelqu'un pour le faire. Au niveau de Dalibo, ce que Carole et Virginie vous ont raconté en tout début lors de la keynote, c'est que, je crois que c'était le terme de république de consultants qui a été utilisé, république de DBA, c'est ça. Donc très clairement, au tout début de Dalibo, le développement, ce n'était pas vraiment le cœur de métier, et c'est toujours pas le cœur de métier. On a maintenant des développeurs, mais nos développeurs, ils travaillent plutôt sur des outils externes, ils ne travaillent pas sur le moteur en lui-même. Les consultants, eux, c'est pas leur cœur de métier, ça les intéresse, ils n'ont pas forcément le temps à y consacrer. Certains ont une connaissance générale du code de Postgres, c'est très utile dans certains cas où la documentation n'est pas suffisante pour aller dans les détails dont on aurait besoin. Quelques patchs ont été écrits par certaines personnes pour des besoins spécifiques. C'est généralement par des personnes qui étaient déjà suffisamment à l'aise avec le code, suffisamment à l'aise pour communiquer avec la communauté, pour comprendre tous les processus de la communauté, pour soumettre des patchs et finir par avoir un patch qui est intégré. Et des personnes dotées d'une grande patience parce qu'il en faut. Mais ceci dit, l'étude du code de Postgres, c'est quelque chose qui suscite beaucoup d'intérêt au sein des consultants de Dalibo. Il y a pas mal de demandes qui ont été faites depuis environ 3 ans. Il y a plusieurs types de réponses qui ont été apportées à cette demande d'étude du code, voire de modification du code, voire de participation à un développement sur le moteur ou sur des extensions. Et donc pour ça, on a mis en place en interne des journées de hacking, donc des journées où on expliquait comment développer une extension, comment développer un module d'archivage, comment... On n'était toujours pas dans le véritablement coder au niveau du moteur, mais plutôt coder des extensions qui permettraient d'aller plus loin que ce que le moteur propose par défaut. Ce qui a donné lieu d'ailleurs à la série Hacking PG sur le blog de Dalibo. Voilà, c'était simplement des journées de hacking qu'on avait une fois par mois, une fois tous les 2 mois. On a eu aussi la journée VIP Tech. Donc quand on a une PG session, vous avez une journée d'atelier, il y a ensuite une journée de conférence. Et depuis 3 ans maintenant, on a aussi une journée spécifique uniquement pour les consultants Dalibo, enfin en tout cas pour les employés de Dalibo. Une journée où on va pouvoir discuter avec le VIP Tech sur le développement dans Postgres, le développement d'extensions, comment mieux participer à la communauté, etc. Donc ça a été le cas avec Mélanie Plagman il y a maintenant 2 ans, avec Bertrand Drouveau l'année dernière, et puis ce sera avec Julien demain normalement. Voilà, donc il y a pas mal d'intérêt au niveau de comment regarder le code de Postgres, le comprendre, essayer de l'améliorer. Dalibo, en plus, ça a aussi été dit, je ne sais plus par qui de Dalibo, mais bon, en tout cas, Dalibo propose à chacun de ses employés de consacrer 20% de son temps de travail à de la R&D. Ces 20% de travail, c'est une valeur théorique, ça va varier suivant les saisons, ça va varier suivant les employés,
etc. Mais donc en gros, on a quand même la possibilité de consacrer une partie de notre temps sur de la veille technologique, sur de l'écriture de patch, sur de la traduction de documentation, sur de la veille technologique, préparation de conférences, etc. C'est soit sur le monde de Postgres, soit sur le monde des scopes, qui sont les deux facettes en fait de Talibo. Et donc dans ce cadre-là de la R&D, Benoît, qui n'est malheureusement pas là aujourd'hui, il fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui continue à faire le support pendant qu'on est là, Benoît a commencé à travailler dessus, sur ces problèmes de supervision au niveau de la parallélisation. Et il a commencé à gratter des idées dans un wiki interne, où il a commencé à regarder un petit peu ce qui lui manquait pour faire de la supervision, ce qu'il aimerait bien voir derrière, comment ça pourrait être développé, et il a fait un espèce de pavé dans le wiki, assez intéressant, mais à partir de laquelle il allait pouvoir commencer à développer quelque chose, ou en tout cas à proposer quelque chose à la communauté. Tout à fait indépendamment, moi, j'ai été invité. Florent m'a proposé de participer à un meet-up de Lille et on a fait une conférence en septembre 2023. Conférence que j'ai faite sur la parallélisation, et l'un des derniers slides que j'avais affiché indiquait les difficultés qu'on pouvait avoir en termes de supervision. Savoir si le parallélisme était utilisé, s'il était bien ou mal utilisé, s'il était bien ou mal configuré. Donc ça, même sans se concerter au sein des consultants, de toute façon, on commençait à sentir qu'il y avait un problème à ce niveau-là, qu'il y avait un manque, et qu'il allait falloir quand même agir pour corriger ce manque. Et donc le 5 avril 2023, Benoît a pris son courage à deux mains et a fait un premier thread sur la liste PGSQL Hackers pour discuter de nouvelles statistiques d'activité sur la parallélisation. Et donc il a envoyé un joli petit message sur PGSQL Hackers en expliquant ce qui lui manquait, ce qu'il aimerait qu'il arrive, donc des traces, des nouvelles statistiques. Il nous a fait un joli beau petit pavé. Ça a été le premier message qu'il a envoyé. Il a envoyé un autre message, 21 avril, je reviendrai à son premier message un peu après, cette fois-ci pour parler plutôt de la partie traces, donc pas des statistiques, des métriques qu'on peut avoir, des statistiques d'activité, mais uniquement des traces. Donc c'est un deuxième thread qu'il commence. Et il propose d'ajouter une nouvelle trace pour chaque nœud parallélisé, à condition qu'on active une option particulière. Et il reçoit assez rapidement pas mal de réponses, une trentaine de réponses, qui sont des réponses qui ne sont pas vraiment très satisfaisantes de mon point de vue et du point de vue aussi de Benoît. Il y a ceux qui ne veulent pas d'un paramètre en plus. Il y en a déjà 300, donc c'est vrai que ça fait quand même un peu beaucoup. Mais bon, ils ne veulent pas d'un paramètre en plus. Il y a ceux qui n'aiment pas le nom du paramètre, qui ne leur paraît pas correct, qui voudraient le changer. Il y en a qui n'aiment pas le niveau de log qui est indiqué. Le niveau log n'est pas suffisant. Il y en a qui ont peur que ça fasse trop de traces. Il y en a qui ont peur que ça ne fait pas assez de traces. Il y en a qui se demandent si ça ne devrait pas plutôt aller dans les stats plutôt que dans les traces. Il y a un espèce de ping-pong assez impressionnant où on ne sait pas très bien comment réagir derrière à ça. Mais là encore, c'est plutôt bien parce qu'on a quelques réponses. Son message précédent du 5 avril, il a fallu quand même un an pour avoir une réponse. Ce message-là, il a été envoyé donc le 5 avril 2023. Première réponse le 25 février 2024. Faut être patient. Et pourquoi il a une réponse à ce moment-là? Tout simplement parce que sur ce message-là, il y a certaines personnes qui se sont plaintes en disant ça ne devrait pas être des traces, ça devrait plutôt être des statistiques. C'est là que Benoît a dit oui, je sais, j'ai déjà répondu, mais on ne m'a jamais rien dit sur mon précédent message. Et donc, à ce niveau-là, Thomas Vendra a en effet fait une réponse directement sur ce thread-là. Donc ça, c'était en 2023. Benoît, il n'a pas que ça à faire. Benoît, il a des missions en clientèle, il a des formations à donner, il a du support à faire, donc ça a un petit peu traîné derrière. La R&D, c'est bien, mais c'est entre guillemets juste 20%. 20%, c'est déjà énorme, j'en ai bien conscience. Mais 20%, c'est une semaine par mois. Développer un truc une semaine par mois alors qu'on peut recevoir 30 réponses dans la même journée, c'est gênant. Donc j'avais dit que le VIP Tech, qu'on avait de temps en temps, donc à la fin des PG sessions, c'était un moyen aussi de parler avec des développeurs de la communauté, voire des committeurs,
Et lors de la PG Session de 2024, il y a eu la rencontre avec Mélanie Plagman, qui est une personne qui actuellement est committeur et qui fait énormément actuellement pour s'assurer qu'on ait des nouveaux développeurs qui proposent des patchs et que ces patchs soient acceptés, soient revus, notamment par les très anciens qui ont plutôt tendance à s'occuper de leurs patchs. Donc il y a eu pas mal de discussions avec Mélanie Plagman et ça a permis de relancer un petit peu cette idée au niveau de Benoît. Donc ce petit coup d'arrêt qu'on a eu du fait que ce n'est pas le cœur de métier de Benoît, que Benoît travaillait seul dessus et au mieux une semaine par mois, ça a traîné un peu, mais cette rencontre a permis de relancer un peu l'idée. Et puis en début 2024, il y a eu aussi un autre besoin interne qui a été identifié. La série Hacking PG fonctionnait bien, mais on n'en avait pas trop dernièrement. Ce n'était pas forcément suffisant pour les consultants. Une journée tous les 1 ou 2 mois, c'était pas suffisant. C'était principalement sur des extensions et pas sur le code de Postgres. Donc on s'est posé la question de pourquoi pas faire plusieurs jours de développement, mais cette fois-ci au niveau du cœur de Postgres. Autre chose qu'il faut savoir à Dalibo, c'est que depuis 2022, on organise des coworks mensuels. Ces coworks mensuels, en fait, ils permettent à plusieurs personnes de l'entreprise à travailler ensemble, soit sur un sujet, une thématique qu'ils ont décidé, soit simplement pour faire du lien. Parce que ce qu'il faut savoir à Dalibo, c'est qu'on est en télétravail en permanence. Donc les coworks, ça a ce bon côté de pouvoir faire du lien et de pouvoir aussi faciliter et accélérer un travail sur certains projets. Et donc on a profité de ça, on a décidé de faire un cowork spécifique sur le développement au niveau de Postgres. 4 personnes se sont proposées. En août, c'était difficile d'en réunir plus. Donc 4 personnes se sont proposées sur 3 jours pour justement travailler et transformer en patch concret les idées de Benoît. Voilà, petite photo de ce qui s'est passé à Nantes. Je vais passer rapidement. Ce qui s'est rapidement, on s'est concentré en fait rapidement sur 4 patchs qui étaient particulièrement importants pour nous. On avait un patch sur les traces pour la paralysation et on voulait un patch pour un certain nombre de vues statistiques. Donc on a la vue PGStat Activity, PGStat Database et PGStat All Tables, All Indexes, sur lequel on voulait rajouter des colonnes qui nous permettraient de savoir si, dans le cas de la PGStat All Tables, est-ce qu'on a des tables qui sont parcourues de manière paralysée. Pour PGStat Database, le nombre de requêtes qui ont été paralysées, le nombre de processus d'aide de paralysation qui ont été exécutés pour cette base de données. PGStat Activity pour les sessions. Et donc on s'est retrouvé en fait à travailler sur ces 4 patchs différents pendant 3 jours. Et ces 4 patchs différents nous ont permis de lancer 3 threads sur la liste de discussion des développeurs, PGSQL Hackers. La réaction a été assez rapide. C'est un peu plus rapide lorsqu'on a un patch. Bertrand Trouveau, qui est donc le VIP Tech de l'année dernière et qui est devenu contributeur majeur du projet en octobre, a répondu en indiquant les projets intéressent, il ne faut pas qu'ils soient oubliés, on va les mettre dans la Commit Fest. Alors, je parlerai un petit peu plus tard de ce que c'est que la Commit Fest, ce sera le slide suivant. D'autres personnes ont été intéressées, notamment Michael Paquier, qui est committeur au niveau de Postgres. Et Michael s'est intéressé à 2 des patchs. Il y a vu des similarités. Il a demandé à ce qu'on améliore nos patchs. Il y a eu donc différentes versions qui ont été générées pour ces patchs et on a eu l'intégration du premier patch dans le code de Postgres. Donc ça, c'est une vue rapide de ce qui s'est passé. On va détailler un petit peu plus ça, mais je vais d'abord commencer par la partie Commit Fest. La partie Commit Fest, c'est quelque chose qui est vraiment spécifique à Postgres. Le Commit Fest, c'est une application, alors c'est une activité et en même temps une application web. C'est une application web qui va nous permettre d'enregistrer tous les patchs qui ont été proposés pour Postgres. Et tous les 2 mois, en fait, les développeurs ont pour consigne d'arrêter le développement de leurs patchs et de relire les patchs des autres développeurs pour leur fournir des commentaires, voire dans certains cas pour intégrer leurs patchs dans le code de Postgres. Donc cette application,
Elle est assez simple, hein. On se retrouve avec la liste des mois avec différents commit fest, avec différents patchs, et on a un ensemble de patchs qui sont dans différents états. Needs review, on a besoin de le relire. Waiting on author, il y a eu un commentaire qui a été fait, l'auteur doit répondre au commentaire qui a été fait. On doit avoir certainement des committed quelque part, on a des patchs qui sont prêts à être committés, etc. Donc nous, on a enregistré nos patchs là-dessus. Et donc le premier patch, c'est le patch sur les traces sur la parallélisation. Donc ce patch sur les traces a été écrit en grande partie par Benoît, qui donc a indiqué ce que faisait le patch, il a proposé différents tests et il a indiqué comment fonctionnait le patch et les traces que ça générait. Donc ce patch a été discuté, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites là-dessus. Il y a plusieurs versions qui sont apparues sur ce patch, on est en version 5 pour l'instant, et à ma connaissance pour l'instant, enfin, pas à ma connaissance, en fait pour l'instant, il n'est toujours pas intégré. Le deuxième patch, c'est les statistiques pour PGStat Database. Donc ce patch-là, en fait, on avait proposé 4 nouvelles colonnes. Que voici. Parallel Workers Planned, Launch. Et pareil pour les opérations de maintenance. Donc ça, ce patch-là, en fait, l'idée qu'avait Benoît, parce que je crois que c'est Benoît qui a envoyé le patch. Oui, c'est ça. L'idée, en fait, c'était de savoir combien de processus d'aide étaient planifiés et combien de processus d'aide étaient réellement exécutés. Avoir cette information-là, ça permet de nous assurer qu'on a un max worker processus qui est suffisamment haut. Si jamais on a un nombre de planifiés et de lancés qui sont différents, c'est que notre max parallel workers n'est pas suffisamment haut. Et donc ça, pour la partie des requêtes standards et pour la partie des requêtes de maintenance. Donc ça a été aussi plutôt bien accueilli. On a eu 6 versions de ce patch. Et à la fin, on a eu quand même un commit avec 2 colonnes qui ont été intégrées. Les 2 colonnes qui ne concernent pas les opérations de maintenance. Il n'y a que ces 2 colonnes-là qui ont été ajoutées pour l'instant dans PGStat Database. Mais ça, suite à une petite discussion assez forte, à se demander ce nom de colonne, il n'est pas correct, il faut le changer. Il y a eu pas mal d'allers-retours entre Benoît et Michael Paquet. Patch numéro 3. Alors ça, c'est un patch que j'avais fait. C'était une nouvelle statistique pour PGStat All Tables et PGStat All Indexes. On avait rajouté 4 colonnes pour les tables, 2 colonnes pour les index. Il a évolué un petit peu. On est actuellement à la version 5 et pour l'instant, il a été refusé. Donc principalement, le committeur qui était intéressé, enfin qui s'est intéressé en tout cas au patch, Michael, pour lui, ne voit pas d'intérêt en fait à ce patch-là. Et la raison qu'il a donnée, c'est que les colonnes qu'on proposait à l'ajout ne permettent pas d'améliorer la configuration et ne permettent pas d'améliorer en fait le système. Donc lui, il a refusé. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas intégré par un autre committeur, mais actuellement, il n'a pas été déclaré réellement, officiellement comme refusé, mais pour moi, il est mort-vivant. On n'y arrivera pas sur celui-là. Dernier patch, patch numéro 4 que j'ai écrit aussi. Nouvelle statistique pour PGStat Statements. Alors là, par contre, je me suis fait plaisir. J'ai rajouté 7 nouvelles colonnes. C'était la fête. Il y en a un petit peu dans tous les sens. Et c'est peut-être été mon côté un petit peu naïf. Réellement, on en a... D'ailleurs, joli copier-coller. Ce n'est pas 2 colonnes sur les 4 qui ont été acceptées, c'est 2 colonnes sur les 7. Là aussi, même chose. Il faut bien faire attention à ce qu'on fait lorsqu'on propose un patch. Il ne faut pas proposer trop de trucs d'un coup. Sinon, il y a de fortes chances que ce soit refusé. Mais il y a quand même une partie qui a été committée. Ça a été commité en fait en 2 morceaux. On a ajouté tout d'abord une première partie d'infrastructure qui a servi aussi au patch sur PGStat Database de Benoît. Donc au final, ce qu'on a réussi, on a réussi à avoir 3 patchs committés, ce qui est déjà pas mal. Le premier patch, c'est un patch d'infrastructure qui permet en fait d'intégrer les 2 autres.
Et les deux autres ont permis de rajouter des nouvelles colonnes dans pgstat-database et dans pgstat-statements. Donc les colonnes qui sont indiquées là, parallel workers to launch et parallel workers launched. Ça va nous permettre d'améliorer la configuration chez certains utilisateurs en ayant justement les métriques qui sont récupérées, historisées via les outils de supervision que vous avez déjà. Là où ça a échoué, c'est pas parce qu'on propose plein de métriques que forcément c'est mieux que moins de métriques. Il faut rester assez cohérent dans ce qu'on veut rajouter, il faut bien réfléchir et surtout il faut savoir expliquer pourquoi et comment telle ou telle métrique va permettre d'améliorer les choses. Les committeurs vont assez rarement accepter d'ajouter quelque chose juste parce que ça vous fait plaisir. Quand vous avez des patchs aussi qui sont liés, généralement, c'est bien de proposer pas plusieurs fois la même infrastructure. C'est bien de faire écrire les patchs par des personnes différentes, mais du coup, si elles communiquent pas trop, genre Benoît et moi, on se retrouve avec des colonnes qui ont des noms pas forcément identiques pour exactement la même information, et une partie d'infrastructure qui devrait être la même, mais qu'on a codé différemment. Ce qui reste à faire sur cette partie-là de la supervision au niveau de la parallélisation, alors sur le patch sur les traces, pour moi j'ai toujours de l'espoir et j'espère bien que ça va être intégré. Il n'y a pas tellement en fait de refus, mais il n'y a aussi pas apparemment beaucoup d'intérêt par les committeurs. Donc là c'est un petit peu difficile de les bouger là-dessus. Mais en soi il n'est pas refusé et pour moi il reste intéressant. Le patch par exemple sur pgstat all tables, on a clairement un refus d'un committaire, on n'a pas spécialement d'intérêt des autres, et de toute façon, même pour moi, je ne vois plus l'intérêt. Donc de toute façon, je pense que d'ici quelques jours, je vais le marquer comme, de toute façon, comme quoi je l'abandonne. Mais celui sur les traces, je pense qu'il y a toujours possibilité qu'on réussisse à le faire intégrer. Si on arrive à le faire intégrer, ça pourrait être intéressant ensuite de changer un outil comme pgbadger pour qu'il puisse analyser ça automatiquement et récupérer ces informations-là et pouvoir vous faire un rapport spécifique sur la parallélisation. En attendant que celui-là, il arrive, s'il arrive, on a quand même un certain nombre de colonnes de métriques supplémentaires au niveau des vues statistiques de Postgres. Donc ça veut dire qu'il y a certains outils de supervision ou d'audit qui devraient être modifiés pour en tirer parti. On peut parler de pgclou, pour lequel j'ai oublié un underscore. On peut parler de checkpgActivity, on peut parler de POA. Tous ces outils-là ont un intérêt à récupérer ces colonnes supplémentaires et à proposer des graphes dessus. Ce qu'il va falloir faire aussi après, une fois que la version 18 sera sortie, et à condition que la version 18 contienne toujours nos patchs, que ce n'ait pas été réverté par la suite, c'est d'utiliser ces nouvelles informations. Parce qu'à partir du moment où on va pouvoir les utiliser, on va pouvoir dire oui, ça nous permet d'avoir suffisamment d'informations pour changer la configuration, ou non, justement, il nous manque certaines informations, on aura plus de billes pour essayer de faire accepter les colonnes qu'on voulait rajouter et qui ont été refusées pour l'instant. Donc il y a encore du travail à faire en termes d'utilisation, en termes de patch sur les outils d'administration. Pour des potentiels contributeurs sur le développement, sur le cœur de Postgres, première chose, avoir de la patience. Proposer un patch, vous n'allez pas forcément avoir des réponses tout de suite, ça viendra peut-être un petit peu après. Il faut avoir aussi de la patience sur les réponses que vous allez recevoir. Très clairement, un truc qui est très très bien, c'est de ne pas avoir d'ego. On va vous balancer des questions, il va falloir vraiment, vraiment être capable de justifier tout ce que vous avez fait. Le commentaire que vous avez mis là, le nom de la variable, le nom du paramètre de configuration, la documentation que vous avez fait, les tests unitaires que vous avez ajoutés, etc., etc., etc. Tout va être questionnable. Et avec toute la chance qu'il y a, c'est que vous allez être questionné sur tout. Ce qui est bien, parce que ça permet d'avoir un logiciel qui est vraiment stable, fiable, fonctionnel. Mais en tant que développeur, pas toujours simple à accepter. Dès le départ, envoyer un mail complet avec le but que vous recherchez, enfin ce que vous recherchez à obtenir, les décisions que vous avez prises, pourquoi vous avez pris ces décisions-là, pourquoi vous avez décidé de faire certaines choses plutôt que d'autres, pourquoi vous n'avez pas décidé de faire les autres.
expliquer comment ça doit être utilisé, ne pas faire l'impasse comme j'ai pu le faire sur les tests unitaires, ne pas faire l'impasse non plus sur la doc. C'est vraiment essentiel. Il y a un billet de blog de Robertas là-dessus qui est vraiment excellent, qui raconte tout ce que je viens de dire. Voilà. Et puis, dernier petit point. Donc là, actuellement, on a 4 colonnes supplémentaires sur les vues système Postgres pour avoir un peu plus de métriques sur l'utilisation de la parallélisation. C'est ce qui devrait apparaître en version 18. Rien ne dit que ce ne sera pas reverté si jamais on découvre un bug plus tard. Donc, actuellement, ça devrait être sur la version 18, mais possible que ça n'y soit pas. Voilà. Guillaume, dans les committeurs dont tu parles, il y en a combien et c'est quoi leur job au jour le jour? Est-ce que c'est sur leur temps perso, leur temps pro? Sur combien de pourcents de leur temps pro? Alors, actuellement, il y a 30 committeurs. Oui, oui, oui. Oui, il y a 30 committeurs au niveau de Postgres. Je suis sûr que je ne vais pas retrouver. C'est marrant, je pensais. Il y a peut-être parce qu'il y a 2T. Il y a 30 committeurs au niveau de Postgres. Ouais, là. Il y a 30 committeurs qui sont tous connus, qui se sélectionnent eux-mêmes. Et toutes ces personnes ont donc, ce sont les seules personnes au monde en fait qui ont accès en écriture au dépôt central des sources de Postgres. Et maintenant que j'ai dit ça, j'ai complètement oublié l'autre question. Ah oui, s'ils font ça sur leur temps libre ou sur leur temps pro, à l'évidence, ils font ça sur leur temps pro. Ils sont payés pour ça. Il y a, à ma connaissance, pas de committeurs qui font ça uniquement sur leur temps libre. Je dis bien ça uniquement sur son temps libre. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on voit des mails de Tom Lane ou de Robert Haas à 2h du matin, je suppose que c'est pas à ce moment-là qu'ils bossaient. Mais, 2h du matin pour eux. Ils ont évidemment la passion, qui font qu'ils travaillent aussi en partie sur leur temps perso, mais clairement, ils sont payés pour ça par leurs entreprises. Ça répond à toutes tes questions. J'ai oublié un truc encore. Non, c'est bon. Merci. Merci pour la présentation. Est-ce qu'il aurait été possible de passer par une extension? Est-ce que ça n'aurait pas été plus simple, plus rapide? C'est une bonne question. Pour la partie trace, je ne pense pas. Sur la partie des métriques, peut-être que sur certaines choses, on aurait pu le faire via une extension en utilisant le système des hooks au niveau de l'exécution. Mais je ne suis même pas sûr. Et puis, si on le fait par le système des hooks, à mon avis, on arrivera juste à récupérer les requêtes qui ont réussi, pas celles qui ont échoué. Donc si on a des requêtes qui ont demandé une parallélisation mais qui échouent au bout d'un certain temps, on ne les aurait pas de toute façon récupérées. Je ne pense pas qu'on puisse passer de façon satisfaisante via des extensions. Une question sur ici, là. Ouais, trouvé. Ah oui. Une question sur trop de processeurs. J'ai entendu tout à l'heure qu'on pouvait avoir trop de processeurs. Alors moi, je suis dans un cas particulier où PostGIS, il bouffe du processeur et il a peu de parallélisation sur les instructions spatiales. Et justement, moi, j'avais pris pour habitude, dans l'exemple qui était utilisé tout à l'heure, de parallélisation, justement, de ne pas affecter tous les processeurs de la machine à la parallélisation, d'en laisser toujours un de dispo, au cas où, j'allais dire, par mesure de sécurité, parce que nous, on se rend compte qu'ayant un certain nombre d'utilisateurs simultanés communs, qui peuvent simultanément lancer des processus qui peuvent ou non être parallélisés, mais qui n'utilisent de toute façon, pour la plupart, qu'un seul processeur, on arrive quand même parfois à des stress de charge qui sont un peu pénibles. Donc j'aimerais, si c'est possible dans mon cas de figure, savoir en quoi trop de processeurs c'est gênant, parce que moi j'ai tendance au contraire à virtualiser plus de processeurs qu'il n'y en a réellement pour paralléliser le job à un niveau presque... Alors moi, dans le cas où ça a été dit, c'était un client qui donc payait à la ressource qu'il utilisait.
Et donc, en effet, s'il met en gros 30 CPU sur sa machine et qu'il n'en utilise que 10, bah, il paye pour 20 CPU en trop. Maintenant, en effet, généralement, on a plutôt tendance à en vouloir plein. Merci pour la présentation. Vous avez mentionné des patchs d'infra. Est-ce que vous pourriez expliquer rapidement c'est quoi la différence par rapport aux autres patchs? Les patchs d'infrastructure. Ah oui, pardon. Je vais reprendre ma présentation. En gros, lorsqu'on a besoin de rajouter des métriques, on va donc avoir un code qui va être rajouté justement pour voir combien de processus ont été exécutés et donc avoir des informations qui sont collectées au sein du système. Et donc pour prendre cet exemple-là sur pgstat_statements, je me trouve en fait avec un code qui va être nécessaire ici. On va introduire 2 champs spécifiques dans une structure de Postgres, et ces 2 champs vont servir aux 2 patchs. Ces champs, en fait, ils vont nous permettre de calculer le nombre de processus qu'il est prévu de lancer pour l'exécution de cette requête dans le cadre de la parallélisation. Et donc, il y a un champ pour le nombre de processus qui sont prévus et un autre pour le nombre de processus qui sont réellement lancés. Et donc, ces 2 champs qui sont utilisés dans une structure, donc là qui est la structure eState, ces 2 champs sont utilisés pour les 2 patchs, le patch sur pgstat database et le patch sur pgstat_statements. Je crois qu'il n'est pas sûr qu'il indique ici. Non, alors ça doit être dans le premier patch qu'il indique. Ces champs sont utilisés par des patchs supplémentaires pour peupler certaines parties du système. En fait, on ajoute un code qui va être utilisé par 2 autres patchs derrière. D'accord. Merci Guillaume.